Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour cette première partie, je serai en visio avec Alexandre Milon, qui est commissaire-priseur et président de la maison de vente aux enchères Milon, alors qu'il a annoncé il y a quelques semaines l'acquisition d'une maison de vente aux enchères en Italie, Il Ponte Casa d'Aste. Il nous expliquera sa démarche derrière cet achat. Et puis en plateau, nous recevrons Laure Daudeville, qui est fondatrice de la foire Ménart, qui a lieu cette semaine. Cette foire d'art moderne et contemporain, fondée en 2021, met en avant les artistes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et cette année, la foire propose exclusivement des œuvres d'artistes femmes de ces régions. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bonjour Alexandre Milon, vous êtes commissaire-priseur et président de la vente aux enchères Milon. Merci d'être en visio avec nous. Alors vous avez fait la récente acquisition de la maison de vente aux enchères italienne Il Ponte Casa d'Aste. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi vous avez voulu vous tourner vers l'Italie ? Alors parfois vous avez des alignements de planètes que vous recherchez et puis elles arrivent parfois d'elles-mêmes, ces planètes. Et l'Italie était pour nous un des objectifs que nous avions avec la Suisse ou l'Espagne par ailleurs, la Belgique ayant déjà été réalisée. Et il se trouve que la configuration de l'actionnariat, la détention, le rapport aux dirigeants, voilà, tout ça s'est passé de manière assez parfaite. Donc, on s'est engagé dans un premier processus de négociation qui a tout de suite abouti en fait à une volonté commune. Ensuite, sont intervenus les avocats qui ont fait les avocats et les comptables qui ont fait les comptables, mais bon, tout s'est finalement très très bien passé. Et la capacité, on va dire, d'une maison italienne à exercer dans son écosystème, à prendre une place du moins et offrir ses services en Italie, avait beaucoup moins qu'ailleurs en fait de chances d'être bouleversée par rapport à la France, par exemple, où il y a un lieu d'hyper-concurrence, si vous voulez. Et la raison d'être de tout ça, c'était surtout de rechercher une maison de vente qui nous ressemble, tout en faisant attention à ce que nos clientèles ne se confondent pas. Donc se ressembler sans se confondre, c'était un peu le leitmotiv de nos recherches en règle générale. Et Il Ponte qui cherche à se diversifier en termes de spécialités à offrir. Donc, nous, on en a une quarantaine, on a quasiment toutes les spécialités sur 5000 ans d'histoire de l'art. Ils en ont une petite vingtaine. Immédiatement, 1 + 1 avait une vraie chance de faire 3. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette maison de vente aux enchères et voilà ce que cette fusion va permettre à apporter à Milon, le développement qui va se permettre? C'est-à-dire que ça reste en Europe et c'est comme un territoire qui nous prolonge quasiment instantanément. C'est-à-dire que comme nos clientèles ne se confondent pas, les territoires ne se confondent pas non plus. Que ce soit dans les 2 registres principaux qui sont vraiment les obsessions d'une maison de vente, c'est-à-dire la recherche de vendeurs et la recherche d'acheteurs. Et pour ce qui concerne les vendeurs, quasiment jamais, une maison ne s'amuse à aller proposer, on va dire, une publicité ou des offres de services, d'estimation sur le territoire italien, voilà, et de l'autre côté, solliciter des acheteurs italiens sur leur territoire, tandis que nous avons des ventes qui s'organisent ailleurs que sur le territoire italien, France, en l'occurrence Belgique ou Suisse, comme ça nous arrive régulièrement de faire des ventes. À ce moment-là, on se retrouvait face à un champ complètement nouveau. Donc on est vraiment dans cette idée de ce 1 + 1 qui est égal à 3. Et aujourd'hui, donc on va pouvoir réaliser immédiatement des échanges de ventes sur nos sites internet respectifs, puisque j'ai tenu à ce que la maison Il Ponte continue à s'appeler Il Ponte pour conserver sa légitimité locale et son histoire en fait. C'est quand même une maison qui a fêté ses 50 ans là, il y a quelques jours en fait, et avec nous, ce qui était quand même formidable. Donc c'est vraiment un ancrage puissant, un aimant à confiance localement qui est énorme. Donc Il Ponte devait rester Il Ponte et offrir ses ventes sur notre site internet qui devient une sorte un peu de plateforme, un peu de Netflix de la vente aux enchères, parce qu'on va accumuler grâce à eux quasiment plus de 300 ventes aux enchères.
300 ventes aux enchères, juste pour le groupe Milon, c'est quasiment un tiers de ce que permet Drouot, par exemple, tout seul. Bien, Donc merci. ça vaut la peine de montrer cette diversité. Et cette année, en fait, voilà, ce calendrier qui, imaginez 300 ventes sur une année qui compte 365 jours pour une simple maison qui reste encore indépendante, ça reste voilà, un petit défi pour nous. Un beau développement. Merci beaucoup Alexandre Milon. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et président donc, de la maison de vente aux enchères Milon. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Laure Hauteville est avec nous. Elle est la fondatrice et directrice de la foire Ménart, qui met en avant l'art moderne et contemporain des artistes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qu'on appelle MENA. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, c'est votre 5e édition et cette année, vous avez voulu spécifiquement créer une foire autour exclusivement des femmes, artistes femmes de ces régions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est donc l'histoire de la foire et pourquoi avoir choisi spécifiquement de représenter les femmes cette année? Alors, j'ai voulu exposer en fait cette année que des artistes femmes, d'abord parce que dans les foires, ça ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'en Europe, à peu près 38% des artistes qui sont présentés dans les foires sont des femmes. Mais si on parle au niveau des musées, on va dire que 6,6% des artistes dans les musées en Europe sont des femmes et à l'échelle mondiale, 1,2%. Donc c'est vraiment rien du tout. Et pourquoi j'ai voulu faire une édition femme? C'est parce que beaucoup de personnes me disent mais des femmes, ah bon, au Moyen-Orient, il y a des femmes artistes, ah bon, les femmes ont quelque chose à dire, ah oui, elles doivent peindre que des bouquets de fleurs, etc. Et les femmes sont-elles vraiment actives? Et là, je me dis, mais il est temps de remettre les pendules à l'heure. En fait, dans le monde arabe et au Moyen-Orient, et en Iran également, la femme est très impliquée, elle est dynamique, elle est forte. Pour tout ce qui est événements culturels, c'est elle qui est en avant. Je suis bien placée pour le dire, puisque j'ai créé plusieurs foires dans ma vie, dans le monde arabe, et si les femmes n'avaient pas été là, j'aurais jamais pu le faire. La femme de ces régions-là est une femme incroyable, qui est capable de gérer plein de choses en même temps. Mais si on parle aussi un peu dans l'histoire, dans les années 50, quand il y a eu des grands diwan, c'est-à-dire des lieux où les intellectuels se réunissaient et échangeaient, c'était encore des femmes. Quand on regarde les artistes femmes de la modernité qui peignent et en même temps mélangent l'écriture pour la poésie et non la religion, c'est encore des femmes. Et quand on voit tous les grands courants d'art qui ont émergé dans ces pays, la majorité sont passées par les femmes. Donc voilà pourquoi je me suis dit, il est temps un peu de remettre le contexte à sa place et de faire une édition 100% femmes. Et est-ce qu'il y a des galeristes ont éprouvé des difficultés à faire justement des expositions 100% artistes femmes ou vraiment tout le monde s'est investi Ah non, ça c'est une super question. En fait, deux galeries que je connais très bien, avec qui je travaille depuis des années, puisque ça fait plus d'une 30aine d'années que je travaille avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Certaines galeries m'ont dit une édition femme, mais vous êtes sûr qu'on va vendre? J'étais là, attendez, de quoi vous parlez? Oui. Ou d'autres qui me disent, mais si on fait que des femmes, si on expose que des femmes, on ne va pas rentabiliser notre stand à Paris. Et là, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise ça. Finalement, il y a eu quand même beaucoup de galeries qui sont venues et je suis super contente. Mais il a fallu passer par ça. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce que même certaines galeries tenues elles-mêmes par des femmes puissent me dire ça. Parce que quelles sont aujourd'hui la difficulté de ces artistes femmes? Est-ce que ce sont des difficultés pour s'internationaliser en tant qu'artistes? Elles sont peut-être déjà connues dans localement, ou alors c'est d'autres difficultés qui peuvent être liées justement à la politique, etc. Quelles sont leurs barrières? Alors c'est très très différent entre les pays du Levant et l'Afrique du Nord. D'accord. C'est-à-dire que dans ces pays-là, la femme est habituée, officiellement, pas officieusement, pas à obéir, mais à se référer à ce que l'homme dit. Donc, est-ce que ces femmes auraient été inquiètes de ne pas plaire à leur communauté, hommes, en exposant que des artistes femmes?
Ça, c'est peut-être une chose. Enfin, c'est une chose. Et dans les pays, justement, les pays du Golfe, là, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que dans les pays du Golfe, c'est la femme qui est mise en avant, c'est la femme qui expose, qui organise des expos, qui est présente un peu partout, qui fait même partie du gouvernement. Hein, même, on le voit à Paris, l'ancienne ambassadeur de France, ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Paris était une femme. Là-bas, la ministre de la Culture était une femme. Enfin, ils mettent beaucoup les femmes en avant. C'est pas du tout la même chose. Je pense que dans les mentalités, on pense pas du tout de la même manière dans les pays du Moyen-Orient et les pays du Golfe. Et du coup, en termes de marché, ça va être aussi très différent, la présence des femmes au sein du marché de l'art de ces régions? Différent, c'est-à-dire que oui, dans les pays du Levant et l'Afrique du Nord, on sent qu'il y a une vraie histoire. Il y a eu des écoles qui se sont montées, il y a des courants qui ont été faits, et depuis les années 1920 et même encore un peu avant, la femme était vraiment très présente. D'ailleurs, elle était vraiment présente dans ces années-là. C'est un peu après où elle a été effacée. Dans les pays du Golfe, en fait, l'histoire de l'art est assez récente, ce qui est un peu logique. Et donc, eux, ils prennent le marché tel qu'il est aujourd'hui. Donc, eux, leur art est beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus vers la photo, la vidéo, les installations. Et justement, ce qui est intéressant, c'est cette communication entre le monde arabe de l'Est et le monde arabe de l'Ouest, et l'Iran encore, qui est encore autre chose. Mais c'est juste vraiment passionnant. Et quant à leur internationalisation, nous, d'Europe, est-ce qu'il y a certains noms qui sont déjà très bien installés sur le marché européen, par exemple? Est-ce qu'il y a des galeries qui sont très fortes? Et si vous pouvez nous en citer quelques-unes. Des galeries qui ne sont pas avec moi, mais par exemple, il y a Etel Adnan, qui est une très connue. Il y a Simone Fattal, qui est aussi une artiste très connue, qui expose avec... il y a qui d'autre? Beaucoup d'autres grandes artistes très connues comme et qui sont maintenant dans des galeries comme par exemple Continua, comme chez toutes ces galeries-là qui sont sur la place de Paris, mais aussi aux États-Unis, aussi dans d'autres pays en Europe. Et oui, il y a un marché. Et puis il y a aussi les musées qui sont en train d'abord, il y a eu le musée d'art moderne qui a fait cette magnifique exposition sur traversée arabe. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le Centre Georges Pompidou qui avait fait à l'époque une très belle exposition sur les femmes, dans lequel il y avait aussi des femmes artistes du Moyen-Orient. Donc non, les femmes sont en train de naître. Les expositions sont en train de se faire de plus en plus avec ces artistes. Par exemple, au Palais de Tokyo, eux, en ce moment, il y a eu des polémiques dessus, mais ils ont beaucoup d'artistes du monde arabe. Donc c'est en train de naître et d'être reconnu officiellement par le marché et les institutions. Il y a eu aussi un musée qui a ouvert à Mougins, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le musée Femmes, FA2M. Et donc, eux sont partenaires justement avec nous à la foire. Ils vont présenter une artiste de leur collection, donc pour dire qu'ils ont aussi des artistes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans leur collection. Donc, de plus en plus, oui, bien sûr que oui. Et enfin, oui, ces artistes ont leur place et sont reconnus à l'échelle internationale. Est-ce qu'il y a un esthétisme, peut-être aussi une région, parce qu'on en a cité plusieurs, qui plaît particulièrement, je dirais, aux collectionneurs français ? Eh bien, les Français, les collectionneurs français aiment bien les œuvres qui ont des messages à dire comme tout le monde. Mais est-ce que ces messages de les artistes du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils peignent et c'est quoi leur message? C'est qu'en fait, un artiste est témoin de son temps. Donc en fait, ils créent ce qu'ils vivent. Ce que nous, occidentaux, on peut nécessairement vraiment comprendre ce que eux vivent. Oui, de ce qu'on voit à la télévision ou dans la presse, mais est-ce que c'est vraiment toujours très bien dit? Donc en fait, en tout cas, ces artistes, voilà, c'est de ça dont ils travaillent, c'est ça qu'ils peignent ou qu'ils créent, et c'est intéressant. Il y a aussi un second point, pardon, je vous prends peut-être de votre temps, non, je vous en prie. Qui est très intéressant, c'est que dans certains pays, par exemple au Liban, les livres d'histoire que les enfants apprennent à l'école s'arrêtent au mandat français. Après, il n'y a pas eu de livre d'histoire. D'accord. Donc à l'école, les enfants, après le mandat français, après les années 50, ils ne savent pas vraiment quelle est l'histoire de leur pays, parce qu'il y a tellement de clans politiques différents qui ne se sont pas mis d'accord sur l'histoire du Liban. Donc finalement, qui va pouvoir raconter l'histoire du pays? C'est les artistes.
Donc un artiste est témoin de son temps, l'artiste crée ce qu'il vit, et d'ailleurs quand on fait l'amalgame entre les œuvres qu'on voit par rapport à ce qui se passait réellement dans ce pays, c'est super intéressant. Voilà. Bien sûr. Bien, merci beaucoup Laure d'Hauteville. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice de la foire Ménart qui a lieu du 20 au 22 septembre à la galerie Joseph. Merci à nous 5 rue Saint-Méry, oui, parce qu'il y en a plusieurs voilà. galeries Joseph. Et donc merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci.